Alors Monsieur Serroux, comment se déroulent ces promenades? Eh bien, ce sont des promenades thématiques qui sont axées sur la découverte des mégalithes et des sites archéologiques les plus marquants de la région de Monpazier. Ce qui fait que ces sorties ont lieu une fois par mois, aussi bien au printemps qu'en été et en arrière-saison, en automne. Par contre, parfois l'hiver, lorsqu'il fait très beau, j'en organise aussi quelques-unes en novembre ou en décembre. Donc j'amène les visiteurs, je leur montre les dolmens, les menhirs, les allées couvertes les plus beaux, les plus intéressants de la région, ainsi que des sites qui sont parfois des anciens habitats de l'époque néolithique ou du... comment il y avait là, je vais voir. Disons de l'époque de l'âge du bronze également, et puis de l'époque gauloise et gallo-romaine également. Nous avons en particulier un endroit qui est très intéressant, qui se trouve être placé aux sources du Drô. C'est un ancien sanctuaire de la divinité qui était honoré par les Gaulois, qui présidait donc aux sources de cette rivière, qui arrose une partie de la Dordogne et puis du Lot-et-Garonne, et qui se jette à Caudrot dans la Gironde. Donc ensuite, nous avons également un autel de sacrifice de l'âge du bronze, et également un habitat qui a perduré depuis le néolithique et qui a été utilisé jusqu'à l'époque, le début du Moyen-Âge, où se trouve un dolmen, il s'y trouve également un menhir et un polissoir et une pierre de la fécondité qui était fréquentée par les femmes de l'âge du bronze et puis de l'âge du fer également, ainsi que par les dames gauloises, pour demander à cette pierre de leur apporter un bébé dans les mois qui suivaient. Voilà, donc des promenades qui sont en général très, très appréciées des visiteurs. Latéral qui était placé sur champ, donc il a et lui a suivi bien sûr. Voilà, c'est quand même une masse qui a été évaluée à environ 80 tonnes au minimum. Peut-être 90 parce que étant donné la matière dont il est constitué, n'est-ce pas, la roche dont il est constitué, puisque c'est un grès ferrugineux. C'est un grès qui est, voilà, un grès ferrugineux qui est donc d'origine ludienne, n'est-ce pas, et sont des grès qui sont abondants dans notre région, qui font partie des terrains sidérolithiques, qui sont des terrains de couverture de la plupart de la région. Et en Bretagne, mais enfin c'est quand même déjà du haut du plateau, là, un petit peu plus haut, à environ 150 ans, assez gros. C'est quelque chose, hein. Voilà. À voir là. Monsieur Coq était venu pour faire le relevé, l'inventaire de tous les mégalithes de la région. Alors, je l'ai suivi, je lui ai aidé à faire les relevés, et lui-même a parcouru un peu les arbres. Ça a été tiré du bas. Mais il me dit, étant donné qu'il y a un champ de... Voilà, alors c'est un dolmen qui possède une légende. Il s'appelle le dolmen du Point du Jour.
Et la légende dit que il y a très longtemps, un berger vivait dans la région. Et ce berger, le pauvre, était boiteux et contrefait, bossu. Et il vivait avec une dizaine de bœufs. Ça. Un beau jour, il s'est endormi. Lorsqu'il s'est éveillé, les bœufs avaient disparu. Alors, notre homme était un peu déboussolé. Il est parti de tous les côtés, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il a cherché ses bœufs. À un moment, il est tombé fourbu vers le soir. Et là où il s'était allongé pour dormir, il a aperçu un loup qui approchait. Alors, son premier mouvement a été de se défendre. Et il a vu que le loup était grièvement blessé, quoi, on peut dire. Donc, il s'est approché, il l'a soigné. Il avait une patte cassée, il lui a fait une attelle. Il l'a pansé, tout ça, il l'a bien soigné. Et le lendemain, au moment où il voulait repartir, reprendre ses recherches, le loup s'est approché de lui a dit « Écoute, tu as été vraiment très bon pour moi, tu m'as pansé, tu m'as soigné, du mieux que tu as pu. En contrepartie, je vais te confier quelque chose. Voilà. Dans quelque temps, nous allons nous trouver au moment où les jours sont le plus longs. Donc, tu te rendras à ce moment-là, à l'aube, sur la table ferreuse. Tu t'allongeras et tu attendras que les premiers rayons du soleil viennent te réchauffer, n'est-ce pas, hein, et t'irradier, là, comme ça. Tu resteras un instant, et lorsque tu descendras de ce bloc, n'est-ce pas, de ce rocher, tu auras une heureuse surprise. Bon, alors, le berger est reparti, il a repris ses recherches dans tous les sens, tout ça, et puis à un moment, il est revenu fourbu, il est revenu ici, et 2 ou 3 jours après, il s'est rendu sur le dolmen. Il s'est étendu sur le dolmen, il a attendu que les premiers rayons du soleil le baignent donc, complètement, entièrement, et il est descendu à terre. Il a dit, mais je ne boite plus, je ne suis plus bossu. Il est allé dans le petit ruisseau qui est à côté, où se formait un petit sorte de petit réservoir là. Il s'est baissé, il s'est regardé dans l'eau. Il avait une belle physionomie, il était beau. Et puis il était tellement heureux qu'il s'est mis à danser et à chanter. Et tout d'un coup, il a aperçu ses bœufs qui arrivaient. Mais au lieu d'une dizaine de bœufs, il y avait 35 ou 40 bœufs. Voilà. Alors notre berger était comblé. C'est pas la multiplication des pains, là. Voilà. Donc, que dire? Bien sûr, on ne peut pas penser que la légende se soit transmise depuis l'âge du bronze. Ah ben, je sais pas bien. Merci beaucoup. Il y a longtemps à marcher. C'est la mentalité religieuse des paysans de l'Albigeois médiéval. Voilà. Qui était dirigé par M. Garnier, qui était le responsable à l'origine des... Oh, pardon. Et voilà. Là. L'église a été consacrée. Quelle est
qu'elle est devenue un lieu de culte. Parce que tant qu'elle n'a pas été, comment dirais-je, Les voûtes sont basses et aussi où vous mettez les pieds. Parce que dans chaque salle, vous avez toujours au moins un silo, un trou comme ça, Il parfois fait deux, 1,50 parfois m de trois. profond. Hein. Donc, Ah, quand même. Hein. Oui, alors donc, il faut... en marchant, Ouais. faites bien attention de Mais ne vous pas... passez devant alors, hein? Parce que nous, on a une locate. Ah oui, alors là, attention. Ah, dis donc, ouais. C'est trop Bon, ça. alors là, il faut mettre les... Ben, j'ai l'impression que c'est photo. en panne. ça suit pas bien, non? Des sortes de petites salles, n'est-ce pas, où avaient lieu des dépôts rituels. Parce que hein, on peut se cogner là. Il n'y a pas de recul. Hein. Ah, vous voyez, vous en avez trois. Un ici, un là et un autre ici, vous voyez. 3 silos dans cette pièce. Et là, la voûte est quand même assez belle, hein, assez bonne encore. Par contre, pas très haute. Hein. Ouais. Et Voilà, alors, qui est naturel, le rocher. Hein. Bon, ne faites pas attention parce que parfois vous avez quelques chauves-souris. Hein. C'est des araignées aussi. avec des araignées qui sont, Et ouais, très fines, très squelettiques. Hein. oui, mais qui sont, Putain, elles ne doivent pas manger grand chose. Hein. ne pas se faire piquer. Hein, c'est pas très haut. Et voilà. Il y a une marche à descendre. Voilà. Alors, ici, par contre, là, C'est ça. il y a de l'eau qui L'aération, ils sont est venue, celui-là, je en ne sais revanche, d'où, est là. beaucoup plus profond. Voir ça, ça Peut-être de m'intéresse l'extérieur, pas. oui. Vous avez payé, là. Alors, ici, vous voyez, ils ont tout payé parce que la route s'est coulée, voyez-vous. C'est là la fameuse porte. Alors, voilà la fameuse porte. Alors, ils sont obligés de dépayer parce que la route ici se déroule ici. Ah, les racines, là, on les voit bien, hein, elles ressortent. Hein. Oh, là. Ah, vous voyez, tous les silos sont à peu près de même dimension, quoi. On peut quand même tenir la largeur des épaules, mais juste. Alors, elle serait à double charme. Vous voyez, normalement, elle est à deux chambres. Une là-bas, de calcédoine, c'est translucide, c'est très joli. La calcédoine était une pierre qu'on appelle semi-précieuse. Ça a été importé, c'était au moment un petit peu où nous avions, on peut dire, une certaine culture qui venait de l'Italie. Hein. Donc, le général de la Roque, de la Mourou, de la Roque. Vous trouvez pas beau? C'est lui qui a du fric de la refaire. Ah, ça, ben, Et si on le squat, il ne peut pas le vendre. T'as vu ce qu'il y a marqué là? Ils ont mis des tirants. ah oui, oui, oui. C'est leur tir. Oui, il ne sera pas à moi l'heure. Parce que là, l'angle est orienté exactement. Voilà, donc ici nous nous trouvons à proximité d'une fontaine qui a malheureusement été comblée depuis, n'est-ce pas, mais qui avait des vertus bénéfiques qui étaient très réputées par le passé, n'est-ce pas, qu'on appelle la fontaine de Marie. D'ailleurs, le lieu ici s'appelle Marie, ou Marié, ça a été déformé, et sur la colline à côté se trouvait une petite chapelle, il reste encore le nom de l'Égleisotte de Tello, n'est-ce pas? Et ici, vers le bas, se trouvait donc cette fontaine qui possédait une légende.
La légende disait que autrefois, une douzaine de chevaliers étaient arrivés un jour, au moment du solstice d'été, s'étaient rendus auprès de cette fontaine et s'étant installés autour, s'étaient mis à boire abondamment de l'eau parce que déjà il était dit que celui qui buvait beaucoup d'eau de cette fontaine voyait apparaître à un certain moment une sorte de divinité enveloppée, la tête nimbée de bleu, d'un bleu un peu irréel et d'une sorte d'auréole. Donc ils ont bu tous très très abondamment, fréquemment, de l'eau de la fontaine. Malheureusement, la fin de la journée arrivant, ils n'avaient vu apparaître aucune divinité et ils se sont lassés. Il y en a eu 11 qui sont repartis. Le 12e, lui, a dit « Moi, je reste sur place, j'ai ma petite idée, je veux rester là jusqu'à minuit. » Donc, un peu avant minuit, il s'est remis à boire de l'eau de cette fontaine. Et au moment où il se relevait pour reprendre haleine, il a vu cette apparition, qui était une apparition féminine, n'est-ce pas, avec des cheveux, des grands cheveux blonds, n'est-ce pas, voilés de blanc, hein, avec une sorte d'auréole bleutée, hein, avec des cheveux tressés, avec 2 grandes tresses, et une couronne d'épis de blé entourant la tête. Elle avait aussi, dans la main gauche, une croix d'argent. Sur la main droite, elle portait le disque lunaire surmonté du croissant, le disque solaire, pardon, je m'excuse, et surmonté du croissant lunaire. Voilà, donc elle lui a adressé quelques paroles. Elle lui a dit ces paroles. Sancte Domine Patre, 3 mots en latin qui sont, paraît-il, du mauvais latin. Et si en patois, elle lui a dit Orioi Puu Nemfanega Binto 4, ce qui veut dire Saint-Père, si j'avais voulu, j'aurais pu en faire noyer 24. Ce qui veut dire que, bien sûr, les 12 chevaliers, pour elle, c'était en réalité de la rigolade. Bon, que peut-on dire de cette apparition qui fait partie de la légende de la fontaine de Marie? On peut le rapprocher peut-être du culte chrétien de Marie, bien sûr, puisque le lieu s'appelle encore ainsi, mais aussi on peut le rapprocher d'une réminiscence d'un culte païen, n'est-ce pas, que l'on peut rapprocher de celui de la déesse Cérès, peut-être, qui était la déesse des moissons, et qui avait le front ceint d'une couronne d'épis de blé. Le fait qu'elle avait une croix, bien sûr, a une relation avec le culte chrétien, mais le disque solaire et le croissant lunaire lui donnaient aussi l'apparence, si l'on peut dire, d'une divinité païenne qui qu'on pourrait associer à un culte solaire et un culte lunaire également. Voilà, un culte aussi des eaux, c'est-à-dire un culte chtonien, c'est un culte des puissances souterraines également. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous apprendre concernant la légende de Marie sur la commune de Saint-Avy-Rivière, canton de Montpazy. Voici. Vous avez le pied couché, parce que lorsqu'il était droit, à ma connaissance, je ne connais pas de polissoirs verticaux. Horizontaux, oui. Alors voilà encore des traces, n'est-ce pas? Il y a des traces de polissage par endroits. Hein. Donc,
ce menhir s'appelle le roc de Peyrecourt, ce qui veut dire en patois la pierre qui court, hein, la pierre qui se déplace. Or, donc, il est là, il est couché, il est partagé en deux, il est cassé, mais il n'est plus en son lieu d'origine. Or, son lieu d'origine, comment le retrouver? Eh bien, on le retrouve avec une baguette ou avec un pendule. Il faut rechercher l'endroit où il y a le croisement de deux sources ou de deux ondes telluriques, avec le fameux réseau de Hartmann, qu'on appelle le réseau magnétique. Et ça se trouve par là. Donc, comme c'était placé au bord du chemin, ça a gêné quelqu'un autrefois, et ce quelqu'un, donc, l'a balancé et est venu le porter ici. Par contre, il possède une légende. Cette légende dit que le diable, passant dans la région, remarqua ce rocher. Il songea à l'utiliser comme pilier de son temple. Donc il essaya de le charger sur sa poitrine, mais malgré tous ses efforts, il ne put y arriver. Il le laissa choir, ce qui fait qu'il se partagea en deux, et il laissa les traces indélébiles de ses griffes. Voilà, que vous pouvez voir, mais qui sont en réalité des traces d'anciennes traces de polissage. Voilà, voilà la légende du roc de Peyrecourt, hein, sur la commune de Cap-Dro, toujours le canton de Montpasier. Alors c'est un historien qui s'appelle M. Fitte, qui est décédé, qui était à Saint-Anne-Seigneur. Et puis par endroits, la mousse a un peu recouvert aussi, ce qui fait qu'on ne voit pas absolument. Chegu, il est tout à fait d'accord. Je suis en très bon terme. Il faudra le consolider vraisemblablement, mais ça sera fait dans des conditions. Alors ça, c'est connu dans la région, le roc de Peyrecourt. C'est-à-dire que les lieux où se trouvent des Vierges Noires, eh bien, il y aurait eu à l'origine un culte druidique, qui ensuite se serait perpétué à l'époque gallo-romaine par un culte païen quelconque, hein. Et puis ensuite, au Moyen-Âge, se serait donc transformé ce culte ensuite, où ce lieu de culte où après avait été placé un bâtiment religieux chrétien. Et bien ensuite, on retrouve là, au Moyen-Âge, vers le 11e ou 12e siècle, on retrouve ensuite le culte de la Vierge Noire, qui est toujours un culte lié à l'eau. Lorsque vous avez un lieu, une église, une chapelle qui est dédiée à la Vierge Noire, vous avez toujours une crypte, hein, où se pratiquait donc le culte de la Vierge Noire, et puis vous avez, à proximité, dans l'église même, vous avez un puits. Et là, le puits, ils l'ont retrouvé à Cap-Dro, grâce aux fouilles qu'ils ont fait depuis 4 ou 5 ans, dans le sol, en ayant démoli le sol de l'église et creusé. Ils ont mis à jour donc la crypte souterraine et également un puits qui a 50 et quelques de diamètre, 50 cm, il n'est pas très large, et qui fait environ, je crois que c'est pas loin de 5 mètres, c'est-à-dire que ça correspond, paraît-il, c'était calculé, la profondeur du puits était égale à la hauteur, disons, de l'intérieur du clocher, hein, de l'église. Voilà. Et donc ces Vierges Noires, d'après tout ce qu'on a pu retrouver, eh bien, c'est toujours lié
à un culte druidique à l'origine. Donc dans le puits, il y a eu de l'eau. Alors. Le Il puits, y a où il y a eu. et il y a toujours de l'eau. Ah bon? Il y a toujours de l'eau. l'église de Cap-Dro. Et toujours, c'est une règle, la profondeur du puits correspond à la hauteur de, je ne sais pas si c'est l'intérieur du clocher, ou, mais je pense que c'est l'intérieur De la nef. du clocher. Hein. Voilà. Je ne veux pas dire de bêtises. Bon, sorti de là, nous sommes, nous, à peu près à 1 kilomètre à vol d'oiseau de l'église de Cap-Dro. Bon, ici, nous sommes dans un lieu qui s'appelle Bonnefond. Bonnefond, qui veut dire bonne fontaine, ce qui voulait dire que c'était une fontaine intarissable. Hein, Bonnefond, le nom le disait. Bon, si l'on regarde également le plan cadastral de 1840 ou 45, on s'aperçoit que le lieu s'appelle Bonnefond, ça s'appelle également étang de Bonnefond, et vous avez la source de Bonnefond, c'est également porté source du Drô. Voilà. Le Drô qui est un cours d'eau qui avait son importance autrefois, parce que en réalité, il n'est pas comme la Couze. La Couze qui, elle, prend sa source à Bouillac et se jette dans le bourg de Couze, se jette dans la Dordogne, à 25 km de distance du lieu où elle prend sa source. Le Drô, lui, fait 158 km de long. Il prend sa source à Cap-Dro, il se jette à Caudrot dans la Gironde, à côté de Gironde-sur-Dro. 158 km. Déjà, un cours d'eau qui mettait en relation l'intérieur du pays, ici, le Périgord, le Haut-Agenais, avec la mer, si on peut dire, par la Gironde. Hein. Voilà. Et ensuite, ce qu'il y avait ici aussi, c'est qu'il y avait un sanctuaire d'une déesse, d'une divinité, véritablement des Celtes, n'est-ce pas? Divinité celte, parce que il y a déjà environ 25 à 28 ans, il y avait eu ici, et s'était tenu un congrès mondial de parapsychologie. Étaient venus des savants, des ésotéristes, n'est-ce pas, qui avaient conclu, après avoir examiné les lieux, on avait conclu qu'il y avait ici un sanctuaire dédié vraisemblablement à une divinité féminine des eaux. Hein, divinité vraisemblablement d'origine celte. Hein, et donc, on retrouve sur cette sorte de tumulus ici, on retrouve un énorme rocher où se trouve une sorte de niche et où devait être placée la représentation de cette divinité. Donc des statues vraisemblablement féminines. Et c'est là où l'on retrouve la relation avec le culte druidique, donc, et ensuite la Vierge Noire, n'est-ce pas, qui se trouve à Cap-Dro, à peu près à 1 kilomètre d'ici à vol d'oiseau. Il faut dire aussi que le Drô, de par son nom, a quelque chose de sacré, si on peut dire. Il y a des cours d'eau, des fleuves. Vous avez un fleuve qui passe en Espagne et au Portugal, se jette dans l'Atlantique au Portugal, qu'on appelle le Douro. Bon, si vous parlez un peu rapidement, vous effacez le Doux et vous faites Dro. Mais on sait que le Dro, ça a une origine gauloise, une origine celtique. Parce que vous avez des ouvrages, n'est-ce pas? J'ai retrouvé un ouvrage sur la religion des Celtes, des Germains également, hein, où il est dit que autrefois Magi Droata, D-R-O-A-T-A, signifiait en gaulois
fils de druide. Bon, ici ce n'est pas Droata, mais c'est le Drô. Ouais. Et vraisemblablement, comme je le disais, relation avec une origine sacrée, bien sûr, le sanctuaire des sources du Drô. Actuellement, vous n'avez plus la source du Drô. Elle a disparu. Malheureusement, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, il y a eu un tremblement de terre à Gourette, dans les Pyrénées. Or, ce tremblement de terre a eu des répercussions dans notre région. Vous avez, dans la nuit où ça s'est produit, au moment où s'est produit le tremblement de terre de Gourette, vous avez des choses qui se sont effondrées, des tas de bois, comme ça, qui se sont effondrés à Montpazier. Les pendules se sont mises à sonner. Certaines pendules se sont arrêtées. Et puis le plus grave, c'est que la source de Bonnefond a été tarie. Dans quelques instants, elle a été totalement tarie. Vous aviez des forages, il y avait un forage à une centaine de mètres sur une colline ici, un endroit qui s'appelle la Flameirague. Ce forage qui était un forage artésien, alors l'eau remontait à cette du sol, totalement nettoyé au même moment. Un autre forage qui se trouvait sur le lieu dit Le Comte, n'est-ce pas, à peu près 1 kilomètre d'ici, 1,5 km, même pas, à vol d'oiseau, le forage aussi totalement supprimé. Et jamais plus l'eau n'est revenue. Voilà. Ce qui veut dire que les terrains, les terrains en profondeur ont bougé et ces sources ont pris une autre direction. Voilà. Alors les sources du Drô à présent se trouvent, il y a 2 ou 3 sources qui sont un peu plus bas, qui ont toujours coulé d'ailleurs, et elles coulent toujours. Les sources du Drô partent de là, alors qu'à l'origine, elles étaient ici. Voilà. Et on voit d'ailleurs encore le lit du Drô qui coulait ici, voyez-vous, voilà, vous l'avez là. Hein. Ça remonte pas très loin. Hein. Voilà. J'ai pas porté l'autre, il y en a une autre, mais je ne l'ai pas apportée, elle pèse 5 kilos. Alors, la statue d'une divinité, hein. Qu'est-ce qu'elle portait, je n'en sais rien. Hein. Vraisemblablement, on a l'impression qu'elle avait quelque chose sur le bras. Bon, elle était faite, j'ai mis ceci pour montrer, c'est pas moi qui ai fait le trou, hein, je vous avertis d'avance. Elle était faite pour être transportée aussi, également. Hein. Voilà. Eh bien, regardez-la bien, et voilà, vous avez, regardez, vous avez les fesses à l'arrière, hein, quand même. Hein, elle est joufflue. Voilà. Bon, eh bien, hein, c'est quelque chose qui, sans doute, remonte à l'époque des Gaulois, des Celtes, qui venaient faire leur dévotion, leur culte ici, à ce sanctuaire des sources du Drô. Tu dis que tu en as une autre? Voilà. Alors j'en ai une autre, mais je ne la transporte pas parce qu'elle est lourde. Je peux vous monter, je puis vous montrer. Voilà. Vous l'avez ici, voilà. Hein, des 2 côtés, hein, je l'ai photographiée. Je vous annonce, elle est entièrement en silex. Elle a été taillée très... Regardez tel que... Mais pourquoi les hommes, autrefois, n'auraient pas fait pareil? Ils l'ont trouvé dans le coin, là. Voilà, c'est peut-être les dieux qui ont fait à peu près 28 ans, eh bien, avaient déduit que l'emplacement était apte. Voilà. On peut la toucher? Ouais. Bien sûr, oui. Elle est tout de forme rectangulaire. Parce que, disons que vers le début du Moyen-Âge, ça a été utilisé comme forge. Donc on retrouve des portions de construction qui ont été rajoutées sur l'arrière du rocher, qui lui avait servi de sanctuaire, n'est-ce pas, de support de sanctuaire. Et on a aussi sur l'autre côté de cette petite construction, on a une rampe pour aborder le haut, disons, de ce qui était peut-être un petit au fourneau. Hein. Voilà, vous le verrez, vous allez le voir sur place. Là. Ce qui appellerait un petit peu le recueillement, hein, si on peut dire. Ici.
Voilà la rampe. Bon, et on voit encore des traces de maçonnerie, le tout ayant été rajouté à l'arrière du bloc de rocher. Hein. Rocher. Et vous avez ici une sorte de récipient qui a été creusé, vous voyez, là. Ouais, une espèce de cuvette. Hein. C'est encore humide. Il y a une cavité ici, ovale, voyez-vous. Donc, vraisemblablement, les statues, n'est-ce pas, les reproductions, les représentations des divinités, de la divinité qui régnait ici, n'est-ce pas, devaient être placées dans cette niche. Et alors, pour ne pas manquer à la règle, bien sûr, nous avons toujours ici la conjonction de deux ondes telluriques, l'une qui va en direction du sud et l'autre qui va est-ouest, n'est-ce pas, qui se croisent en plein sous ce rocher. Était utilisé en tant que lieu d'habitat, hein, sur le haut du plateau, ici à l'arrière, vraisemblablement à l'âge du bronze ancien peut-être, hein, c'est-à-dire environ 2000 à 2200 ans avant Jésus-Christ. Et on ne peut pas le dire avec précision puisque nous n'avons retrouvé aucun vestige, si l'on peut dire, surtout vestige métallique, ce qui nous permettrait de le dater dans le bronze ancien ou moyen ou récent, mais je penserais plutôt pour le bronze ancien. Voilà, nous avons ici une sorte de menhir, n'est-ce pas, qui a été taillé volontairement. Il nous donne une direction. Si vous prenez la droite de cette face, qui est malgré tout assez plane, ça vous donne la direction de l'endroit où se trouvait en contrebas de la route l'entrée d'une sorte de caverne qui devait être un hypogée, vraisemblablement, et qui se dirigeait à peu près dans cette direction, où devait se trouver une salle. Cette entrée a été fermée depuis plusieurs années parce que bon, ça a été jugé dangereux par le propriétaire. Comme l'entrée se trouvait au niveau du sol directement, il paraîtrait qu'un chasseur d'un certain âge serait tombé malencontreusement dans cette cavité. Donc le propriétaire a fermé et on ne retrouve plus l'entrée actuellement. Bon, c'est quelque chose qui était lié, l'hypogée, avec certains campements de l'âge du bronze. Alors, si l'on se réfère à des ouvrages tels que ceux de Jacques Briard, qui est directeur de recherche au CNRS, eh bien, il vous dit que si l'on retrouve des meules qui vraisemblablement n'auraient pu être utilisées, qui sont solidaires de leur socle, eh bien on peut les assimiler au culte du soleil, parce que la meule, la roue, a toujours été le symbole solaire. Hein. Voilà, donc cette sorte de meule, vous voyez, ici, vous voyez qu'elle est assez ronde, n'est-ce pas, hein, voilà, hein, regardez, solidaire de son socle, et je vous en montrerai une de très belle au prochain site. Eh bien, elle servait à quoi? Vraisemblablement, peut-être à l'officiant, celui qui diffusait le culte, lui, hein, qui pratiquait les cérémonies, avant peut-être de passer au sacrifice, hein, un petit peu plus loin, sur cet autel de sacrifice qui se trouve à quelques mètres d'ici,
l'officiant, lui, peut-être haranguer la foule ou leur adresser quelques paroles avant de se diriger vers cet hôtel. Alors, nous y allons, vous allez voir comment il se présente. Vu parce qu'il est très beau, on voit nettement qu'il a été aménagé pour un usage bien défini, n'est-ce pas? Vous voyez par exemple qu'il y a ici une sorte de rampe d'accès et de chaque côté vous avez un méplat pour le sacrificateur, pour que le sacrificateur puisse poser les pieds, n'est-ce pas, ainsi que les aides qui donnaient un coup de main pour hisser la bête sur ce rocher. Vous avez un évidement qui est très, très important, de façon à pouvoir y placer une bête qui était peut-être assez d'un poids assez conséquent. Peut-être un jeune taureau, peut-être des béliers, peut-être des sacrifices de béliers, des sacrifices de taureaux. Il paraît que à l'âge du bronze, il y a eu aussi des sacrifices de chevaux. C'est possible. Donc vous avez aussi quelque chose, regardez-le, c'est cette sorte de bourrelet. On voit qu'il a été aménagé, voyez-vous, c'est pas naturel ceci. Voyez, vous avez une sorte de lèvre là, une sorte de bourrelet qui a été aménagé spécialement pour ce travail. Alors, si vous passez vers les autres faces, voilà, les grès qui proviennent des terrains sidérolithiques qui sont surabondants dans la région. Et on voit, regardez cette forme, n'est-ce pas? On voit très bien que cette pierre a été évidée pour la mettre un petit peu, si on peut dire, en valeur. Vous voyez qu'elle est évidée du fond, n'est-ce pas? Il faut la regarder sous tous les angles, n'est-ce pas? Et puis vous avez ici l'emplacement où devait se trouver la tête de la bête, l'endroit où l'on pouvait récupérer le sang de la bête qui était sacrifiée. Ici vous avez une sorte de récipient qui a été une cuvette qui a été creusée dans le rocher, très ronde, très régulière, qui était destinée à recevoir le récipient, les outils de sacrifice du sacrificateur. Bon. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui mérite d'être signalé, c'est cette pierre qui figure à côté, et où manifestement ont été creusés des signes, n'est-ce pas, que l'on retrouve parfois sur certaines gravures néolithiques et même plus récentes. Vous pouvez vous mettre même, voilà, ici. Ceci, c'est que si l'on contrôle, en faisant le tour, on se rend compte que cet hôtel est placé toujours sur une intersection de deux ondes telluriques. L'une qui va dans le sens ici de cette grande cavité, c'est-à-dire vraisemblablement vers l'ouest, elle est dirigée est-ouest, et l'autre qui est dirigée nord-sud. Et elle se croise totalement en plein centre de cette pierre de sacrifice. Voilà, alors ensuite, je ne vous invite pas à monter en haut, ça nous prendrait un certain temps. On se rend compte que sur le haut, il a dû y avoir une surface cultivée, n'est-ce pas, et les abords sont matérialisés, les rebords sont matérialisés par des blocs de rochers et des pierres sur champ. Et ici donc vous avez plusieurs gros rochers qui ont servi de poste de guet. Alors ensuite nous allons voir un en gros à 2 km. Et
là, nous avons carrément un complexe archéologique où nous avons un dolmen et puis une pierre de la fécondité et l'entrée d'un hypogée que l'on voit encore. C'est aussi de démantèlement de la roche par les éléments atmosphériques. C'est un énorme rocher, c'est une énorme falaise. Et dans cette grotte énorme passe, et bien là ils ont découvert sur plusieurs niveaux des sites préhistoriques, notamment ce qu'on appelle l'asilier, le mas d'Asile, on appelle l'asilier. C'est approximativement à peut-être 5-6 000 ans avant Jésus-Christ, 3-4 000 exactement, on ne sait pas, mais on retrouve à peu près les mêmes formes sur des galets peints. Et Celte. hein, mais je voudrais pas trop bouger. du paléolithique. Je bouge peut-être un peu. Un petit peu ce que je disais, le bucra mésopotamien. Ça va ça? Les amanites, là. Et ces peuplades pratiquaient ce qu'on appelle le sabéisme. Le sabéisme qui est, si l'on peut dire, le culte des astres, hein, qui viennent des Sabéens, le peuple des Sabéens, de la reine de Saba, de célèbre mémoire. Et puis, donc, on sait que ces peuplades de l'âge du bronze, donc, pratiquer le sabéisme, la raison pour laquelle on retrouve à bien des endroits, Maurice Broen s'en parle d'ailleurs dans ses ouvrages, il cite et puis il montre, disons, par des photos, des schémas, des dessins, des pierres à cupules, n'est-ce pas, qui représentent des constellations astrales. Bon, j'avais eu au mois de septembre l'an dernier des gens, notamment des professeurs, n'est-ce pas, qui étaient de la région de Sigoulet. Parmi eux, il y a un monsieur qui m'a dit, effectivement, voyez-vous, bon, il n'y avait pas, je ne sais pas, il n'y avait pas de fougère comme il y en a actuellement. Depuis cette pierre-là, il a regardé, il m'a dit, effectivement, vous avez une sorte d'alignement. C'est-à-dire que vous avez les différents éléments se trouvent à peu près sous la même ligne, hein, sous le même alignement. Donc nous avons ici, nous allons voir une superbe meule qui est beaucoup plus belle que celle que nous avons vue au dernier site et toujours, bien sûr, une meule qui représente un symbole solaire de l'âge du bronze. Hein. Voilà. Disons aux gens qui venaient assister à certaines cérémonies, hein, vraisemblablement. Voilà, elle est très belle, toujours du grès, des grès sidérolithiques. Hein. Et puis nous avons donc, tout près d'ici, nous avons un superbe polissoir qui a été utilisé vraisemblablement par la suite comme meule longitudinale par les femmes des tribus qui se trouvaient ici, parce que ici nous nous trouvons sur un lieu où a été, disons, pratiqué un culte, bien sûr, mais aussi qui a été un habitat, vraisemblablement. Hein. Donc, nous continuons dans cette direction pour aller voir le polissoir. Hein, les traces de polissage et d'utilisation aussi en tant que meule, vraisemblablement longitudinale. Hein. Sur de roche, toujours des grès roses, des grès rouges, ferrugineux. Nous avons aussi des quartzites, pas vraiment transparents, mais qui sont très beaux. Chose à découvrir dans celui-ci qui se trouvait à côté. Donc elle était ici, et le propriétaire se trouve de venir. Il entendait des engins qui tournaient là par là, il dit mais qu'est-ce que c'est? Ça a été bouchardé,
vraisemblablement avec un outil en silex, vraisemblablement, à moins que ce soit avec un des premiers outils de bronze, mais ça aurait certainement laissé des traces. Donc il faut le prendre peut-être sous divers angles, peut-être un peu en photo un petit peu rasante, si on peut dire. Bien. Hein. Voilà, c'est pour ça moi j'ai pris des photos sous différents angles. Puis ça se remarque, un bulldozer qui tourne comme ça, il y a des qu'est-ce qu'ils font dans le bois là. Alors nous allons aller, il s'appelle le Roc Vézy, appartient à un autre propriétaire qui se trouve là-bas, voyez-vous. Reposant ce côté-là sur la terre, elle se trouvait un petit peu en hauteur, quoi. Donc super. C'est vrai que c'est poli là, juste. Voilà, mais c'est à force de prouve, elle se trouve là. Et au pendule ou à la baguette, on retrouve le couloir, disons, là au-dessus, qui va dans cette direction. Et la salle se trouve là-bas plus loin, elle se trouve à angle droit comme ça, à peu près à 15 mètres d'ici. Murés. À Montpazier, je connais des souterrains, ils sont murés, ils ont été murés volontairement. Parce que, est-ce que les gens ne s'introduisaient pas dans cet orifice? Là, disons que la tradition orale dit que autrefois, les gens de la région, les voisins, se réunissaient ici et faisaient la bamboula. Hein. Ils faisaient la nougat. J'ai ramassé le bestiau. Si, il me fait marrer. Alors, ils faisaient la bamboula, ils buvaient bien, ils mangeaient bien. Il paraît qu'ils faisaient cuire ici, dans cette cavité, ils faisaient cuire de la venaison, du gibier, des agneaux. Hein. Et il faisait également cuire du pain, paraît-il. Bon, il est vrai que j'y ai retrouvé, il y a quelques années de ça, j'y avais retrouvé pas mal de charbon, de bois et de sable. Là-dedans ? Oui. Et il y a une ventilation ? Alors, ce rocher s'appelle, ce dolmen, s'appelle le Roc Vézy. Le Roc Vézy qui veut dire en patois le roc des voisins. Ce qui correspondrait à ce que m'a dit le propriétaire, qui m'a donc répété cette tradition orale qui se répète de famille en famille, n'est-ce pas? C'est que les gens se retrouvaient là, des gens qui amenaient des bêtes, hein, qui amenaient leurs bêtes dans le bois, qui amenaient les moutons, les vaches, et ils faisaient la nougat comme ça pendant une journée. Ensuite ils repartaient. Et il laissait ici les restes de la journée, hein, aussi bien en ce qui concerne la nourriture que les boissons. Bon, évidemment, il ne retrouvait plus rien 2 ou 3 jours après. Hein. Mais est-ce que c'était encore quelque chose qui tenait à une certaine croyance ancestrale? Allez savoir. Bon, il est possible aussi que ici, comme dans les cluseaux, dans les hypogées, dans les mottes, ils s'introduisaient dans ces sortes de trous de silos, hein, qui étaient censés les régénérer. Est-ce que ici, ils en faisaient de même? Autrefois, je ne sais pas. En tout cas, cette cavité est très curieuse sur le côté du dolmen. Alors, le dessous du dolmen, lui, est garni avec du sable. Hein. C'est du sable, carrément. Ce qui arrive très souvent dans les dolmens. C'est qu'ils ont été, le dessous a été comblé avec du sable. Notamment, bien sûr, les cadavres qui ont été placés là. Alors, c'est un dolmen qui devait peser à l'origine énormément lourd parce que vous avez vu la table, elle fait une certaine épaisseur, c'est toujours des grès ferrugineux
degrés des sidérolithiques, et cette table s'étendait sur environ 8 à 10 mètres de longueur. Alors elle s'est partagée en 3 ou 4 endroits à présent. Mais ça n'empêche pas que c'était quelque chose de quand même de conséquent. Alors il y a aussi quelque chose qu'on retrouve sur certains dolmens, sur certains mégalithes, et qu'on retrouve aussi dans certains cluseaux. Je ne les ai pas avec moi pour vous montrer, mais les ouvrages de Maurice Bruens, dans certains cluseaux, vous avez quelque chose qui représente, si on peut dire, la tête de mort. C'est-à-dire que vous regardez ça, ça et ça, c'est penché, mais ça, si vous vous mettez un petit peu au loin, vous verrez, ça représente une tête de mort. C'était représenté ici, sur cette bordure de grès, ici. Ici, là, il y a une sorte de petite falaise en grès qui se continue ici. On retrouve le même leitmotiv, si on peut dire. On le retrouve également sur la pierre qui est là-bas. Cette pierre à cupule, on retrouve toujours les deux yeux, la bouche. Et si l'on va à la découverte du blanc en Nojal, ça figure aussi. Et ça figure en bien d'autres endroits, sur d'autres mégalithes et sur des dolmens. Voilà, donc vraisemblablement une signification, ce n'était pas accidentel. Si on le trouve une fois, on peut dire que c'est accidentel. Lorsque ça se répète plusieurs fois et sur sur des lieux identiques, c'est que vraisemblablement il y a une origine. Ça a été voulu. Allez-y, allez-y. Voilà. C'est intéressant de faire des recherches. Quelque chose d'intéressant à l'endroit où m'a amené le restaurant-tueux, quoi. Comme dans la forêt de Fontainebleau, c'est la route, le chaos de... Oui, le chaos de grès de Fontainebleau.